Choisir une nounou peut être un véritable casse-tête pour les parents. Il s'agit d'une personne qui prend soin de vos êtres chers et à qui vous accordez votre confiance. Malheureusement, parfois, il arrive de faire confiance à la mauvaise personne. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Yoselin Ortega est née et a grandi auprès de sa famille à Santiago de los Calaveros, en République dominicaine. Elle fait partie d'une grande famille constituée de 6 autres enfants. C'est une famille assez fusionnelle qui fait tout ensemble et qui n'a pas énormément d'argent, ce qui tend à une plus grande promiscuité due au manque d'espace dans leur logement. Les informations concernant la vie de Yoselin en République dominicaine sont assez minces. J'ai pu lire qu'elle avait travaillé à l'âge de 7 ans en aidant son père dans le magasin qu'il tenait. Elle a vécu un épisode douloureux vers ses 16 ans lorsqu'elle a perdu une de ses sœurs et qui l'a plongée dans une grosse dépression pendant plusieurs mois. Elle a fait des études jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1985 et elle est partie un peu plus tard pour la ville de New York, soit après ses 30 ans. D'après les informations, il est écrit qu'elle a un fils appelé Jesus, qui lui est resté en République dominicaine et qui a été élevé par sa tante Mileydis jusqu'à ses 17 ans lorsqu'il rejoint sa mère aux États-Unis. Plusieurs des frères et sœurs de Yoselin ont suivi le même chemin et ils sont partis pour New York sur différentes années. De ce fait, ils ont toujours maintenu ce lien proche car ils devaient parfois cohabiter ensemble dans le même appartement pour faute de moyens financiers. À New York, Yoselin obtient différents emplois. Elle travaille dans une usine qui fabrique des poupées, puis elle va travailler dans une autre qui imprime des livres. Par la suite, elle a une première expérience avec les enfants lorsqu'elle vit avec une de ses nièces dans l'état du Texas pendant 3 mois. Pendant son séjour, elle prend soin des enfants de la famille lorsque la mère se rend au travail. Elle continue à vivre ainsi, se débrouillant pour avoir plusieurs petits boulots afin d'avoir des revenus financiers suffisants pour lui permettre de vivre dans une ville comme New York et aussi de faire des allers-retours dans son pays d'origine pour voir son fils et sa famille. C'est ainsi jusqu'en 2010 où elle commence à travailler en tant que nounou pour les enfants de Marina et Kevin Krim. En 2010, Marina et Kevin sont un couple heureux avec 2 jeunes enfants, Lucia, 4 ans, surnommée Lulu par ses proches, et Nessie, âgée de moins d'1 an. New York est une nouvelle aventure pour eux, venant tout juste de quitter San Francisco pour le travail de Kevin à CNBC, une chaîne d'information américaine. De son côté, Marina est mère au foyer, elle est enseignante en art à temps partiel et elle gère aussi un blog concernant sa famille. La famille est sur le point de s'agrandir car Marina attend un 3e enfant et c'est dans ce contexte que son mari lui propose de faire appel au service d'une nounou pour l'aider au quotidien avec les enfants et lui permettre une meilleure organisation, sachant que Kevin doit souvent faire des voyages pour le travail. La mère de famille fait la rencontre de Celia Ortega, une nounou qui s'occupe d'une fille qui va à la même école de danse que Lucia. Celia, apprenant que Marina est à la recherche d'une nounou, elle pense directement à sa sœur Yoselin. Les parents entrent en contact avec la candidate et elle leur transmet plusieurs références. Celle de sa nièce lorsqu'elle s'est occupée de ses enfants et d'une autre personne proche de la famille Ortega, mais qui semblerait être une fausse référence puisque au moment des faits, cette personne n'avait pas encore d'enfant. Découvrant les bonnes références de Yoselin, Kevin et Marina décident de l'engager. Le contrat établit qu'elle travaille 25 heures par semaine pour un salaire de 500 $. Dès le début, la nounou se montre indispensable et irréprochable. Elle ne se plaint jamais, elle est toujours à l'heure et les enfants s'attachent à elle, l'appelant affectueusement Yossi. Dans le blog de Marina, on peut voir la place que prend Yoselin. C'est devenu un membre de la famille partageant des moments heureux avec les crimes. Avoir une nounou au quotidien aide beaucoup Marina qui vient de donner naissance au petit dernier de la famille, Léo. Durant les premières années, les choses se passent bien entre la nounou, les employeurs et les enfants. Il n'y a pas d'incident, sauf peut-être une dispute survenue au début de l'année 2012. Yoselin, malgré le salaire versé par les crimes, a du mal à joindre les deux bouts.
Son fils, Jesus, la rejoint aux États-Unis pour continuer ses études et il vient s'installer avec elle dans son appartement de Brooklyn. Malheureusement, c'est un appartement qu'elle sous-loue et le locataire décide de revenir y vivre. Yoselyn et son fils sont obligés d'aller vivre dans l'appartement de sa sœur et c'est vraiment un coup dur pour elle. Elle essaye de gagner de l'argent en dehors de son travail de nounou, en vendant des bijoux aux gens de son quartier, en vendant aussi des petits plats cuisinés, mais les difficultés sont toujours présentes. Elle décide de faire part de ses problèmes financiers à Kevin et à Marina, et il lui propose alors de faire 5 heures de travail en plus par semaine, en faisant le ménage. Ils ont envie d'aider la nounou, qu'elle se sente bien et que la situation s'améliore pour elle. Malheureusement, Marina n'obtient pas la réaction espérée et elle se retrouve face à une Yoselyn très vexée par la proposition. Elle s'occupe des enfants, elle n'est pas femme de ménage. La dispute s'arrête là car en février 2012, ils offrent des billets d'avion à la nounou pour la République dominicaine et ils en profitent pour tous partir en voyage là-bas également. Comme marqué sur le blog de Marina, ce sont des moments de bonheur en famille. Une rencontre avec la famille de Yoselyn et un voyage inoubliable. Les mois qui suivent, Marina remarque que le travail de Yoselyn devient moins efficace. Elle est fatiguée, elle est moins heureuse, mais elle prend toujours grand soin des enfants et elle reste importante pour eux au sein de leur famille. Ils lui signalent ce changement dans son travail et ils lui disent qu'elle doit se ressaisir. Cela reste une simple conversation, il n'y a pas de conflit apparent entre eux. Personne n'aurait pu prévoir la tragédie qui s'est produite le 25 octobre 2012. Le 25 octobre, vers 15h, Yoselyn se présente au domicile des crimes pour récupérer Léo, âgé de 2 ans à présent, et elle part avec lui récupérer Lucia, 6 ans, à son école pour l'amener à son cours de danse par la suite. À 17h, Marina sort d'un cours de natation avec sa fille Nessie, 3 ans. Elle doit retrouver Yoselyn et Léo devant le cours de Lucia pour tous rentrer ensemble à la maison. Elle s'y rend, mais Lucia ne s'est pas présentée à son cours. Marina est surprise, elle n'a pas été prévenue par la nounou et elle tente de la joindre pour comprendre, mais aucune réponse ne lui parvient. Lorsqu'elle rentre dans son immeuble, elle demande au portier si la nounou est là et celui-ci lui confirme qu'elle et les enfants ne sont pas sortis de l'après-midi, ils sont en haut. Elle rentre au domicile avec Nessie et dès qu'elle franchit le pas de la porte, le silence inhabituel lui fait froid dans le dos. Tout est plongé dans l'obscurité excepté un faisceau de lumière provenant de la salle de bain. Elle se dirige dans la pièce avec un mauvais pressentiment, mais rien ne la préparait à ce qu'elle allait découvrir derrière cette porte. Dans la baignoire se trouvent Lucia et Léo, sans vie et couverts de sang. Pas très loin d'eux se trouve Yoselyn, allongée au sol, couverte de sang également. C'est un cri déchirant qui retentit dans ce quartier aisé de Central Park. Le cri d'une femme qui vient de vivre le cauchemar de toute mère. Ses enfants ont été tués. Marina reviendra sur ce terrible moment et elle dira ceci. C'était un cri que vous ne pouvez pas imaginer être en vous. Je ne sais même pas d'où il venait. J'ai juste pensé, je ne pourrai plus jamais leur parler. Ils sont morts. Je viens de voir mes enfants morts. Les secours arrivent sur place et ils transportent la nounou aux urgences. Elle respire encore, elle est plongée dans un coma artificiel. Dès le début, les policiers ne cherchent pas un intrus qui se serait introduit dans le domicile. Le coupable est devant eux. La nounou est responsable. Ils en ont la conviction. L'autopsie révèle que Léo et Lucia ont été poignardés. Le plus jeune n'a pas pu se défendre, contrairement à sa sœur qui, par ses blessures défensives et le nombre de coups de couteau infligés, montre qu'elle a tenté de lutter contre son agresseur. Mais ce n'étaient que des enfants face à un adulte. Dès leurs premières hypothèses, le déroulement des faits est ainsi pour les policiers. Yoselyn s'en est pris aux enfants, elle leur a retiré la vie, puis elle s'est poignardée par la suite, tentant de mettre fin à ses jours. Kevin Krim n'est pas à New York au moment des faits. Il est dans un avion pour revenir lorsque Marina l'appelle et lui laisse des messages remplis de douleur. Lorsque son avion atterrit, il ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé au sein de son foyer. Des agents de bord lui demandent de sortir en premier et des policiers l'attendent pour lui parler. Le père de famille apprend l'horreur des faits. Tout son monde s'écroule. Il s'évanouit et il est transporté à l'hôpital. Yoselyn survit à ses blessures et lorsqu'elle a assez récupéré physiquement, elle est poursuivie pour le meurtre des 2 enfants.
Elle subit 2 entretiens avec des psychiatres afin de déterminer si elle est apte à comparaître et les 2 experts affirment que c'est le cas. En attendant son procès, elle n'est pas conduite en prison, mais elle est placée dans un hôpital psychiatrique. Ce procès va mettre des années avant de se dérouler et l'accusée a plusieurs entretiens avec la justice en préparation de celui-ci. En 2016, elle reçoit une offre du procureur. Si elle plaide coupable, elle sera condamnée à 30 ans minimum, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. L'accusation n'est pas en faveur de cet arrangement car l'idée d'une possible liberté conditionnelle n'est pas envisageable pour elle. Mais Yoselin refuse l'offre et elle décide d'aller jusqu'au procès. Le 22 février 2018, le procès s'ouvre et Yoselin plaide donc non coupable. L'objectif de la défense n'est pas de prouver son innocence, car le doute est très minime concernant sa culpabilité. L'axe de la défense est de prouver qu'elle n'est pas responsable de ses actes dus au fait de son état mental. L'enjeu du procès est donc de savoir si la nounou avait conscience de ce qu'elle faisait au moment des faits, et le procès est majoritairement basé dessus. L'avocat de la défense explique que sa cliente est atteinte de maladie mentale, mais chronique, qui s'est manifestée dans sa jeunesse. Il fait justement référence à la dépression que Yoselin a faite durant son adolescence, dont je vous ai parlé plus tôt. Étant donné que 6 ans se sont écoulés entre les crimes et le procès, de nouvelles informations se sont ajoutées depuis. La défense explique que ce n'était pas seulement une dépression, c'était plus profond que ça. Sa cliente a déclaré avoir commencé à entendre des voix dans sa tête après cet épisode dépressif et ces voix l'ont suivie au cours de sa vie. Il y a des événements dans la vie de Yoselin qui montrent son instabilité d'après les témoignages. Comme celui de son fils, Ressus, qui explique qu'il est arrivé que sa mère développe une obsession pour le protéger, une paranoïa et qu'elle avait peur de tout lorsqu'elle venait le voir en République dominicaine. Il se souvient de certains moments, comme lorsqu'elle entendait le chien aboyer et qu'elle obligeait son fils à aller se cacher sous le lit au cas où le chien aboyait pour signaler un intrus. 2 experts mandatés par la défense témoignent à la barre concernant la santé mentale de l'accusé. D'après eux, Yoselin entend des voix qu'elle indique être le diable, et c'est cette voix qui lui a dit de faire du mal aux enfants. Elle n'était pas consciente de ses actes, elle ne se souvient de rien, et elle a probablement fait une fugue dissociative. Pour eux, elle souffre d'une profonde dépression et d'hallucinations depuis ses 16 ans. Mais cela n'a pas été traité de la bonne façon lorsqu'elle a manifesté ses troubles dans son pays d'origine. Les proches confirment qu'elle n'allait pas bien mentalement. Dans les semaines qui ont précédé les crimes, Yoselin leur parlait d'ombres qui la suivaient, d'un homme en noir qui voulait la séparer de sa famille, et elle avait des crises d'hystérie suivies de crises de sanglots. Les voisins témoignent de sa grande fatigue, elle était épuisée par le travail, par les problèmes financiers, et le fait que son fils ait emménagé avec elle semble être un moment qui a décuplé ses problèmes mentaux. Elle n'arrivait pas à lui fournir ce qu'il voulait et elle s'était endettée pour lui permettre d'aller dans une bonne école, sans pouvoir lui fournir un logement où les 2 se sentiraient bien chez eux. L'accusation n'est absolument pas d'accord avec la thèse de l'irresponsabilité soutenue par la défense et elle tente de démontrer que l'accusé a agi en toute conscience. Elle remet en question les témoignages des proches concernant les ombres et l'homme en noir qu'aurait vu Yoselin. Pourquoi n'ont-ils jamais parlé de ça au début de l'enquête faite par les policiers? Certains répondent qu'on ne leur a pas posé la question directement pendant les investigations et d'autres qu'ils n'avaient pas envie d'être mêlés à tout ça et surtout qu'ils ne pensaient pas que cela pouvait aller aussi loin. L'accusation reproche aux personnes de la famille Ortega d'avoir couvert Yoselin pour ses possibles problèmes mentaux et d'avoir créé de fausses références concernant ses précédents emplois, mentant ainsi à la famille Crime. Elle veut prouver qu'il y a bien un mobile derrière les meurtres et invoque le fait que la nounou était jalouse de Marina et de sa vie. Elle, qui n'arrivait pas à se sentir financièrement à l'aise et essayait de rendre son fils heureux, n'y parvenait pas. Elle avait sous les yeux une famille heureuse, sans ce genre de problème, et cela a attisé sa haine. Elle parle aussi du fait qu'elle se serait plainte à des proches de trop travailler, d'être en colère contre ses employeurs, qui changeaient son emploi du temps et qui lui proposaient de faire du ménage, et elle s'était sentie humiliée. L'accusation tente aussi de faire valoir la préméditation dans le geste de l'accusé.
Pour cela, elle fait appel au témoignage du portier du bâtiment des crimes. Il indique que Yoselin ne lui parlait jamais, sauf le jour du crime. Pour la première fois, elle s'est adressée à lui lorsqu'elle est arrivée avec les enfants à l'entrée du bâtiment, lui demandant si Marina était présente dans l'appartement. S'assurait-elle que les lieux soient vides, sachant ce qu'elle allait faire? L'accusation parle du fait qu'elle s'est débarrassée de son téléphone et qu'elle a laissé toutes ses cartes d'identité et d'assurance à sa sœur, avant de partir au travail. Pour l'avocat, Yoselin mettait de l'ordre dans ses affaires. Elle savait qu'en partant au travail, elle ne reviendrait pas, car son plan était de tuer les enfants et de se donner la mort après. Il y a donc préméditation. Marina et Kevin témoignent à la barre, indiquant n'avoir pas décelé de problèmes mentaux chez la nounou. Ils essayaient de la rendre heureuse, elle faisait partie d'une certaine façon de leur famille. Mais pourtant, Marina se rappelle d'un moment étrange peu de temps avant la tragédie. Elle était enceinte et elle avait fait une fausse couche, ce qu'elle a annoncé à Yoselin. Et sa réaction fut étrange. Elle semblait en colère contre cette mère pour avoir perdu l'enfant. Marina dit avoir décelé un regard étrange de la part de Yoselin, un regard maléfique. Après 2 mois de procès, un verdict est rendu. Le 18 avril 2018, Yoselin Ortega est reconnue coupable de meurtre avec et sans préméditation. Elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. À l'issue de l'annonce, le juge déclare que Yoselin est le pur mal et que ses proches auraient dû aider à trouver un traitement adapté pour la dépression et son anxiété. Et surtout, ils n'auraient pas dû dissimuler tous ces éléments à la famille crime. Marina et Kevin essaient de se reconstruire après tous ces événements, mais peut-on vraiment le faire après avoir fait face au meurtre de ses enfants? Ils essaient en tout cas, et ils le font auprès de Nessie et de 2 autres enfants nés dans les années qui ont suivi le drame. Une loi appelée Lulu et Léo a été promulguée en août 2018. Cette loi permet de dire clairement qu'une nounou mentant sur ses qualifications se rend coupable d'un crime. Les parents ont aussi créé une organisation à but non lucratif, le Léo et Lulu Fund. Cette organisation propose des cours éducatifs et créatifs aux enfants défavorisés. Faire appel au service du nounou peut s'avérer très compliqué pour des familles et il s'agit véritablement d'un acte de confiance envers la personne. On confie le bien-être de ses enfants à une personne tierce, on lui confie des êtres chers. Et malheureusement, le cauchemar que redoute tout parent peut survenir, comme ce fut le cas ici. Sans aller jusqu'au meurtre, il y a des enfants victimes de maltraitance commises par des personnes tierces, engagées pour prendre soin d'eux, pour soulager les parents, et il devient dur de faire confiance quand on sait les risques. Mais je tiens tout de même à dire que ce n'est pas une situation si courante. Une nounou qui tue délibérément un enfant dont elle a la garde reste rare. Il s'agit plus couramment d'accidents ou des suites de mauvais traitements. Il faut se rappeler que la plus grosse menace à ce niveau concernant les enfants reste leurs parents et les membres de la famille. Il ne faut pas refuser toute aide extérieure pour autant, mais il faut être vigilant. Bien vérifier les antécédents, s'assurer qu'ils sont vrais et observer les gens qui entourent la nounou également afin d'instaurer une relation de confiance entre tous. Si vous ne connaissez pas cette affaire mais qu'elle vous dit tout de même quelque chose, c'est peut-être parce que vous connaissez le livre Chanson douce de Leila Slimani qui a également été adapté en film. En effet, cette œuvre n'est pas totalement fictive puisque l'auteur s'est inspiré de cette affaire pour la rédaction de son ouvrage. C'est tout pour l'affaire d'aujourd'hui. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et avec un pouce bleu. Si ce n'est pas toujours fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.